Ce qu'on vient d'entendre du guide suprême iranien, l'ayatollah Saïd Mojtaba Khamenei, il y a tout juste quelques instants, c'est qu'il a publié une nouvelle déclaration. Il y affirme que l'Iran s'engage à venger le sang du dirigeant martyr et de tous les martyrs de ces deux guerres, contre ceux qu'il qualifie de criminels. Il ajoute que ces criminels emporteront dans leur lit le regret d'une mort paisible. Ici, beaucoup disent que l'Iran chercherait à assassiner Donald Trump. Et même Donald Trump lui-même a publié un message sur les réseaux sociaux affirmant qu'un millier de missiles sont déjà prêts, verrouillés et pointés sur la République islamique d'Iran, avec des milliers d'autres prêts à suivre immédiatement. Voilà l'ambiance. Quand on parle de Donald Trump et quand on parle de vengeance, on sait que les gens en Iran sont très en colère. On le voit dans les cortèges funéraires, avec les drapeaux, et les gens ne veulent pas, enfin, ils veulent riposter. Ils veulent obtenir quelque chose. Mais quoi exactement? Est-ce que c'est ça, leur intention? Parce que quand on traduit le persan en anglais, il y a, à mon avis, forcément une part de malentendu. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification de la nouvelle déclaration du guide suprême iranien? Eh bien, tout d'abord, comme on en parlait avant l'émission, dans l'islam, et plus particulièrement dans l'islam chiite, la justice est quelque chose de fondamental, c'est vraiment essentiel. C'est dans ce cadre-là qu'on trouve la résistance à l'oppresseur et le soutien aux opprimés, à ceux qui sont exclus. C'est de là que tout part. Donc quand l'Iran soutient Cuba, ou le Nicaragua, ou le Venezuela, ou encore l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, cette résistance-là, ou quand il soutient la cause palestinienne, tout cela repose sur ce sens profond de la justice. Et cette justice, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut transiger. Que ce soit au niveau local ou au niveau international, c'est une question idéologique. On ne peut pas fuir ce concept. C'est impossible. Donc pour les Iraniens, Trump est évidemment un criminel de guerre, tout comme Netanyahou, tout comme tout son entourage et tout comme le régime israélien de haut en bas. Ces gens ont commis des crimes contre l'humanité. Que ce soit la personne qui a appuyé sur le bouton pour massacrer les 168 enfants à Minab, l'officier qui a coordonné les frappes, ou la direction politique qui a pris la décision. Ce sont tous des criminels de guerre, au même titre que les nazis. Ils ne sont pas différents des nazis. Et pour être très franc, les diplomates occidentaux, eux aussi, ressemblent à des diplomates nazis. J'utilise le mot nazi simplement comme un exemple. I'm using Nazi because it's just one example. I could say Saddam Hussein's diplomats. Je pourrais parler des diplomates de Saddam Hussein. Enfin, des tyrans à travers l'histoire. Mais les pires tyrans, en réalité, se trouvent en Amérique du Nord et bien sûr, en Palestine occupée. Parce que vous savez, au plus fort du génocide, et ce génocide continue, chaque jour, ils tuent des Palestiniens, ils tuent des enfants, tous les jours, pendant qu'on parle. Mais le génocide d'aujourd'hui est particulier parce qu'il se déroule sous nos yeux. Ils s'en vantent entre eux et les journalistes occidentaux nous le cachent ou bien ils le justifient. Ou encore, ils servent d'apologistes à ce génocide depuis presque 3 ans maintenant. Donc, les diplomates, c'est comme les diplomates nazis. Les diplomates occidentaux, dans n'importe quelle ambassade, à mon avis, où que vous alliez dans le monde, ces diplomates-là, qu'ils soient norvégiens, allemands, britanniques, canadiens ou autrichiens, ce sont des nazis, des diplomates nazis. Encore une fois, certaines personnes, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je donne juste les nazis comme exemple. On pourrait dire les diplomates de Saddam Hussein, ou les diplomates sionistes, ou n'importe quel autre exemple historique du même genre, de ceux qui ont commis un génocide. Donc les journalistes occidentaux, eux, sont comme les journalistes nazis allemands.
Encore une fois, je ne dis pas que les journalistes britanniques de l'Empire étaient meilleurs que les nazis. L'Empire britannique a fait au monde non blanc ce que les Allemands ont fait au monde blanc, à l'Europe. Regardez la famine en Inde. Churchill a utilisé des armes chimiques en Irak. Donc, si Churchill est perçu comme le gentil et Hitler comme le méchant, c'est parce que les crimes d'Hitler ont été commis contre des Blancs, alors que ceux de Churchill l'ont été contre des peuples à la peau brune. Allez voir ce que Churchill disait des Indiens, le langage raciste qu'il employait, et bien sûr, les conséquences de cette mentalité sont évidentes. Demandez à n'importe quel Indien qui connaît un peu son histoire. Et quand je dis Inde, je parle du sous-continent indien, de tout le sous-continent, pas seulement du pays actuel. Donc, pour les Iraniens, il doit y avoir justice. Donc, pour tous les dirigeants américains et israéliens, et pour ceux qui les ont soutenus, les procès de Nuremberg sont essentiels. C'est aussi clair que le jour. Maintenant, certains diront peut-être qu'ils ne pourront pas organiser de tels procès. Dans tous les cas, c'est un autre sujet. Ce qui compte, c'est qu'il s'agit de justice et que ces gens ont massacré. Ils ont mené 2 guerres sans provocation. Les médias occidentaux ont essayé de les justifier. Et l'Iran ne va pas laisser les États-Unis ou leurs alliés s'en tirer comme ça. Autrement dit, ils affirment que ces personnes doivent être punies pour leurs actes. L'État iranien, lui, n'a pas reçu de mission particulière à ce sujet, mais c'est l'état d'esprit général dans tout le pays. On l'a vu à Machhad, à Téhéran, à Qom, mais aussi en Irak, à Karbala et à Najaf. Les slogans étaient clairs. Ce n'est pas une soif de sang, ni simplement de la colère. Pas du tout. En fait, je pense qu'à ce stade, beaucoup de gens reprochent à l'Iran d'être trop patient, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Mais les Iraniens sont effectivement très patients quand il s'agit de gérer leurs adversaires. Donc ça n'a rien à voir avec une soif de sang. C'est une question de justice, et c'est aussi une manière de dissuader pour s'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus à l'avenir. Nous vivons dans un monde où l'Occident, par exemple, depuis des siècles, est allé détruire pays après pays. Et bien sûr, plus récemment, l'Empire américain en particulier. Ils massacrent, ils détruisent, ils écrasent des nations entières, puis ils s'en vont et reprennent le cours de leur vie. Et les peuples du Sud global, eux, doivent vivre avec ces destructions pendant des générations. Alors les Iraniens disent « Non, nous, on n'acceptera pas ça. » Oui. Les nouvelles sanctions, celles qui visent le secteur pétrolier iranien, ou plus largement le secteur de l'énergie, sont de retour contre l'Iran, professeur Marandi. Et cela va complètement à l'encontre de la clause ou du paragraphe 9 du protocole d'accord. Hier, on a vu toute une série de délégations se rendre à Téhéran pour discuter avec les responsables. Quelle est la situation aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis? Eh bien, toi et moi, on en a parlé à de nombreuses reprises. Les Iraniens n'ont jamais cru que les Américains allaient respecter le protocole d'accord. Les Américains sont trompeurs. Ils l'ont toujours été. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas fiables. Et donc, les Iraniens, dans le cadre de ce protocole, ont un levier énorme. Les Américains, en réalité, enfin pratiquement, ils violent tous leurs engagements, sauf un. Non seulement ils ont rétabli les sanctions sur les exportations iraniennes de pétrole, de gaz, d'énergie, comme tu l'as justement souligné, mais en plus, ils en ont ajouté de nouvelles. C'est une autre violation du protocole. Donc, ça fait 2 violations. Trump menace sans arrêt de détruire l'Iran, de tuer les dirigeants iraniens, de tuer les négociateurs. Tout ça, ce sont des violations de l'accord. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole d'entente, ces menaces. Les États-Unis n'ont pas obligé le régime israélien à mettre fin au massacre au Liban, ni à se retirer. C'est une autre violation.
Les États-Unis n'ont pas non plus restitué les avoirs iraniens volés par les Américains. Ça devait être fait dès le tout début. Ils ont traîné, encore et encore, comme on s'y attendait. C'est encore une violation. Donc peu importe où on regarde, peu importe l'aspect, les Américains ont tout violé, sauf une chose, la levée du blocus. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas encore enfreinte. Et bien sûr, s'ils font ça, les Iraniens vont tout bloquer. Et on va replonger très vite dans une crise énergétique. On va atteindre le pic de la crise en un rien de temps. Parce que les 4 ou 4 mois et demi de pénurie accumulée, eux, n'ont pas disparu. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement où on en est, mais la situation ne s'est pas améliorée. Ce n'est pas comme s'il y avait une capacité supplémentaire de pétrole ou d'autres produits qui arrivaient sur le marché et que les pénuries s'atténuaient. Donc, s'il y a une autre guerre, un autre blocus, il ne faudra pas 4 mois pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Il nous faudra des semaines pour passer de la situation actuelle à un effondrement économique mondial. D'après Trump lui-même, on en est déjà très proche. Alors les Iraniens, en réaction ou en réponse aux violations américaines, disposent d'un énorme levier, et ce levier, c'est le golfe Persique. Mais que font les Américains dans le détroit d'Ormuz? Ils commettent une nouvelle violation. Ils enfreignent l'article 5. Et cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il précise que la réouverture et la normalisation du détroit d'Ormuz doivent être menées par les Iraniens. Puis, plus tard, en coordination avec les Omanais, ils planifieront l'avenir du détroit. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Alors, les Iraniens sont censés se normaliser. Mais qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont ouvert leurs propres ports et ils laissent passer des navires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent affaiblir l'influence de l'Iran pour que l'Iran n'ait plus aucun levier et que les Américains puissent violer tous leurs engagements sans conséquence. Et les Iraniens, eux, ne pourraient rien faire en retour. Donc les Iraniens réagissent. Pendant des semaines, ils ont prévenu les navires, mais sans vraiment agir. Pendant 2 semaines environ, ils ont averti les Américains. Ils ont mené quelques frappes légères, mais il y a quelques jours, 3 ou 4 jours à peine, les Iraniens ont frappé 3 navires assez durement. Peut-être plus, mais je sais qu'au moins 3 navires importants ont été touchés. Et là, les Américains étaient en colère. Pourquoi étaient-ils en colère? Parce qu'on sait que les Américains faisaient ça pour affaiblir l'influence de l'Iran et pour pouvoir ensuite saper tout le protocole d'accord et proclamer une sorte de victoire. Les Iraniens, eux, sont plus que prêts à aller à la guerre et ils ne laisseront pas les Américains contrôler le détroit d'Ormuz. Et le plus ironique, c'est que ce que fait Trump en réalité empêche la normalisation du marché du pétrole, du marché de l'énergie et d'autres marchés liés à la région du golfe Persique. Pourquoi? Parce que s'il avait rempli ses obligations jusqu'à présent, les Iraniens auraient presque normalisé le commerce à travers le détroit d'Ormuz. La seule chose qui freine la normalisation, ce sont les violations des États-Unis et leur tentative de saper l'autorité de l'Iran dans le détroit. C'est ça, le vrai blocage. Si Trump n'avait pas fait ce qu'il a fait, si les États-Unis ne faisaient pas ce qu'ils font aujourd'hui, les marchés mondiaux se porteraient bien mieux à l'heure où on parle. Mais voilà, ce sont les États-Unis. Ils sont fortement influencés par le régime sioniste. Et ce régime ne veut pas que le protocole d'accord soit appliqué. C'est pourtant dans l'intérêt du peuple américain, sans aucun doute, mais pas dans celui de Netanyahou. Netanyahou, lui, se moque complètement qu'on ait une crise économique mondiale. Il se moque qu'il y ait un effondrement économique global. Il se moque complètement de savoir si ça dévaste l'économie américaine. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir, lui et ses alliés fanatiques. Voilà où on en est.
Les Américains lancent des menaces contre l'Iran, mais l'Iran ne va pas se laisser intimider. Et je pense que la déclaration de l'ayatollah Sayed Ali Khamenei sur la justice et la vengeance fait partie de tout ça. C'est aussi un message. Ne croyez pas qu'on va reculer. Ne pensez pas qu'on va devenir plus conciliant. En réalité, les funérailles, les dizaines de millions de personnes qui y ont participé, envoient un message très clair. L'Iran va se montrer très ferme. Et l'Irak aussi. Des millions de personnes ont participé en Irak, à Najaf, dans les villes saintes de Najaf et de Karbala. C'est vraiment intéressant. Les journalistes américains disent, juste après les funérailles en Irak, que l'influence de l'Iran dans le pays est en train de s'affaiblir, littéralement, juste après ces funérailles. Ils n'auraient jamais pu rassembler ne serait-ce qu'un millième du nombre de personnes qui sont descendues dans la rue pour exprimer une telle émotion. Ils n'auraient jamais pu faire ça, ni en Irak, ni ailleurs. Et vous savez, une autre chose que ces funérailles ont montré, c'est qu'au début de la guerre, on disait que l'Iran allait s'effondrer. Et puis, quand ça ne s'est pas effondré, ils ont dit, eh bien, si l'Iran tient, alors il gagne. Et l'Iran n'a pas seulement tenu, il n'a pas juste survécu. Il a riposté, jour et nuit, jusqu'à la fin de la guerre, exactement comme il le fait aujourd'hui. Dans les médias occidentaux, à chaque fois que les Américains frappent, on entend qu'ils ont détruit toutes sortes d'infrastructures iraniennes. Mais on ne dit rien sur ce que fait l'Iran en retour. Ça, ils le cachent. Et ils exagèrent ce que font les Américains, parce que la plupart des installations iraniennes sont souterraines. En réalité, ils ne touchent presque rien. Je veux dire, ils bombardent l'Iran jour et nuit depuis 40 jours. Et ils n'avancent pas. Vous pensez vraiment que les Iraniens se laissent faire comme ils le prétendent, qu'ils auraient bombardé des dépôts de drones? L'Iran n'a pas de dépôt posé à ciel ouvert. En réalité, ce sont les Américains qui sont plus vulnérables parce qu'il n'y a pas de base souterraine dans le Golfe Persique, de l'autre côté du Golfe. Il n'y en a pas non plus en Jordanie ni en Israël. Donc quand l'Iran tire des missiles et frappe des cibles, les dégâts sont bien plus importants parce que tous les équipements sont exposés. Les Américains ont utilisé des bombardiers B-52 pour frapper des sites de drones et de missiles. Et pourtant, les drones et les missiles continuent d'être lancés. Alors, dans ces affrontements qu'on voit dans le Golfe Persique, on pourrait croire, en écoutant le récit américain ou les médias occidentaux, que les Américains ont l'avantage. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que les dégâts que les Iraniens infligent aux Américains, à chaque fois, sont bien plus importants que ceux que les Américains leur causent. Et c'est pour ça qu'il y a des affrontements. Je veux dire, si les Américains réussissaient vraiment, ils le feraient 24 heures sur 24. Mais ça ne marche pas bien pour eux. Et en plus, ça empêche le pétrole, le gaz et d'autres marchandises de sortir du Golfe Persique. Ces 4 derniers jours, on a vu une forte baisse du nombre de navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Donc, à mon avis, Trump est coincé. Il n'a pas de bonne solution. Il peut relancer la guerre, mais ça mènerait à une dépression économique mondiale. Ce dont on parlait pendant les 40 jours, 39-40 jours à l'époque pendant la guerre de siège, eh bien, on n'est pas loin d'un effondrement économique. Donc s'il fait la guerre, voilà ce qui se passe. S'il commence à viser les infrastructures critiques iraniennes, le Golfe Persique, tout sera détruit. Et on est en juillet. Vos téléspectateurs là, tout de suite, il leur suffit d'aller chercher sur Google la température et l'humidité à Dubaï, et ils comprendront très vite que ce n'est vraiment pas le moment pour eux de perdre toute leur électricité. Ou l'Arabie Saoudite, d'ailleurs. Et tous leurs biens sont juste le long de la côte. Ce sont des pays désertiques, contrairement à l'Iran. L'Iran, ce n'est pas un pays désertique. L'Iran a des forêts, il a des montagnes,
En ce moment, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'hier, la dernière fois que j'ai regardé les montagnes au-dessus de Téhéran, il restait encore un peu de neige. Oui, encore un peu de neige, ici et là, sur les sommets. Je crois que j'ai regardé peut-être avant-hier ou hier. L'Iran n'est pas un désert. Il y a des déserts, oui, mais aussi des montagnes, beaucoup de montagnes. Donc de la neige, des rivières, de l'agriculture. Et à cause des sanctions, l'Iran s'est il s'est développé avec plein de petites industries un peu partout dans le pays. Mais ces autres pays, eux, ont tous leurs atouts, d'immenses complexes, de grandes industries, des usines pétrochimiques, des raffineries, et tout ça concentré le long de la côte, avec des usines de dessalement. Alors, si les Américains s'en prennent aux infrastructures critiques, l'Iran frappera ces installations-là. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de bonne option pour Trump s'il s'agit d'entrer en guerre. Veut-il continuer ses frappes contre l'Iran? Peut-être, mais ça ne fera qu'aggraver la crise. Moins de navires passeront. Les compagnies d'assurance seront plus réticentes à s'impliquer. Les compagnies maritimes aussi. Davantage de navires seront touchés, et ça ne fera qu'empirer la situation. Mais le rythme du déclin sera plus lent. La seule chose qu'il reste à Trump à faire, c'est d'appliquer le protocole d'accord. Mais le fera-t-il? Il ne ferait jamais ça de son plein gré. Les Israéliens, le lobby sioniste, ne le laisseront jamais faire. Alors les Iraniens veulent maintenir la pression jusqu'à ce que les États-Unis finissent par se rendre compte qu'ils n'ont plus le choix. Alors, est-ce qu'on y arrivera? Et si oui, quand? Ou même, est-ce seulement possible? Personne ne le sait, parce que personne n'a jamais réussi à déloger le lobby sioniste du pouvoir aux États-Unis. Et personne n'a jamais réussi, je pense, à créer une vraie séparation entre les décideurs américains et les lobbies sionistes. Une situation où les responsables américains diraient à un moment donné, « Écoutez, nous avons des priorités vitales pour nous en ce moment. Nous ne pouvons pas suivre vos priorités sionistes à cause de l'effondrement économique imminent. » Donc, personne ne sait ce qui va se passer. Mais les funérailles ont montré le degré extraordinairement élevé de légitimité de la République islamique d'Iran. Ce n'est pas parce que quand il disait « si l'Iran survit, il gagne la guerre ». Eh bien, l'Iran n'a pas seulement survécu, il a gagné la guerre. Et ensuite, en Occident, on disait parce qu'ils ne veulent pas admettre que la République islamique d'Iran n'est pas un régime, comme ils aiment l'appeler. On disait « oui, c'est juste un effet de ralliement autour du drapeau », n'est-ce pas? Ces funérailles, c'était un effet de ralliement autour du drapeau. Les dizaines de millions de personnes descendues dans la rue, c'est ça, un simple effet de ralliement? Non, c'est bien plus profond que ça. Ça montre le degré extraordinairement élevé de légitimité que la République islamique a aux yeux du peuple et la profondeur de cette légitimité. Et c'est unique. L'Occident n'a pas ce genre de légitimité. Qu'ils le veuillent ou non, ils peuvent toujours faire semblant d'être plus légitimes. Pas du tout. Ils ne pourront jamais susciter de telles émotions, ni rassembler de telles foules. Franchement, c'était très difficile pour moi. Ma peau pelait, mes oreilles aussi, et j'étais en plein soleil pendant 8 ou 9 heures. Et puis, il y avait des millions de personnes. On était coincés dans la foule. Tout le monde portait du noir. Beaucoup de femmes qui ne mettent jamais le tchador en portaient un. Beaucoup de femmes qui ne s'habillent pas en noir étaient en noir. Celles qui ne portent pas le hijab le portaient. Hommes et femmes, tout le monde, vraiment. Et beaucoup brandissaient des drapeaux. Moi, je n'en avais pas. Mais croyez-moi, sous cette chaleur, tenir un drapeau pendant des heures, c'est un vrai fardeau. Ou porter ses enfants, c'est pareil. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un effet de ralliement autour du drapeau. Les journalistes occidentaux,
les commentateurs, les soi-disant experts, les politiciens et les diplomates ne devraient pas essayer de tordre la réalité pour qu'elle serve leur récit. Leur récit est détruit. La République islamique d'Iran et l'Axe de la résistance sont extrêmement puissants, redoutablement puissants, et ils sont très populaires. Ça ne veut pas dire que l'Iran est une utopie. En fait, les mêmes personnes qui y sont allées, les millions de gens qui ont participé à Téhéran, bien plus de 10 millions de personnes, ce sont ces mêmes gens que toi, Nima. Quand tu viens à Téhéran, tu rencontres dans un taxi, dans un bus ou dans le métro. Si tu t'assois à côté d'eux, beaucoup vont se plaindre, beaucoup vont critiquer, certains vont attaquer, d'autres vont exprimer leur frustration sur toutes sortes de sujets, l'économie et d'autres encore. Alors les journalistes occidentaux, quand ils viennent en Iran, ils cherchent ce genre de choses et ils pensent que c'est un signe de mécontentement. Non, pas du tout. En Iran, on a la liberté d'expression, contrairement à ce qu'ils prétendent. Dans les pays qui sont alignés avec eux, il n'y a pas de liberté d'expression. Et de plus en plus, en Occident, cette liberté recule, comme on le voit avec la question de la Palestine et les nouvelles lois qu'ils préparent à propos de l'Iran, de la Russie, de la Chine et d'autres encore. Je ne sais pas si vous avez vu ce groupe de médias dont je parle. Ils ont utilisé des extraits de RT. Et maintenant, ils risquent la prison pour ça. 4 extraits, datant d'il y a quelques années. Voilà l'état de la liberté en Europe. Donc, je ne vois pas vraiment de bonnes options pour Trump, mais je ne le vois pas non plus prendre la bonne décision. But I don't see Trump making the right decision either.